mais bonjour à tous. Donc, comme moi je suis de formation, je suis un physicien informaticien, donc mon approche des réseaux se veut être, même des réseaux sociaux, se veut être un tout petit peu science dure, mais rassurez-vous, l'idée c'est pas de vous assommer d'équations indigestes, etc. Je voudrais plutôt essayer de vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a dans les sciences dures aujourd'hui une espèce d'engouement depuis 20 ans. Cet engouement a toujours existé, mais il a des phases de poussée et depuis 10-20 ans, c'est très très important. Il faut savoir par exemple que parmi les 10 papiers les plus cités dans le monde de la physique, eh bien, il y en a 2 sur les réseaux. La biologie a été très très largement aussi impactée par la science des réseaux aujourd'hui. Et donc beaucoup de secteurs des sciences, entre guillemets, dites dures, se trouvent aujourd'hui très très fortement influencés par une nouvelle science des réseaux. Alors est-ce qu'elle est nouvelle? Ça, on aura peut-être l'occasion d'en débattre. Et je voudrais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous l'expliquer en vous racontant une histoire, qui est l'histoire du petit monde. Qui débute dans les années 60 et qui continue à faire beaucoup parler d'elle. Alors, je vous promets que je vais essayer de ne pas alourdir cette histoire, comme je vous l'ai dit, de formules tout à fait absconses. Je vais plutôt en parler de manière la plus légère. Donc, l'histoire du petit monde, et la raison pour vous la narrer d'une manière très légère, c'est qu'elle commence avec un psychologue de fait, et pas n'importe quel psychologue, puisque l'histoire du petit monde commence avec Stanley Milgram. Alors Stanley Milgram, c'est un psychologue qui est très très connu, sans doute moins pour l'histoire du petit monde que pour la fameuse expérience de la soumission à l'autorité, dont je suis persuadé que vous avez tous entendu parler. Il n'y a pas un cours de morale donné dans n'importe quelle école, dans n'importe quelle année du secondaire où on ne fait pas allusion à cette fameuse expérience de la soumission à l'autorité, qui est une expérience tout à fait extraordinaire que Stanley Milgram conçut dans les années 60. Alors, vous la connaissez, hein, il avait montré que des sujets, enfin des cobés qui n'étaient pas tout à fait au courant des conditions d'expérience, pouvaient, lorsqu'ils étaient justement confrontés à une autorité style laborantine, avec un tablier blanc, etc., pouvaient avoir des comportements tout à fait épouvantables, abjects, et pouvaient conduire d'autres cobés à des souffrances incroyables. Donc il essayait simplement de justifier par cette expérience que quand nous nous trouvions dans certaines circonstances, on était capable de commettre des attitudes tout à fait épouvantables. Et cette expérience, il l'a fait dans les années 60, il était alors très jeune, puisqu'il avait une vingtaine d'années. C'est certainement un psychologue qui ne manque pas d'imagination, et elle avait été extrêmement critiquée, cette expérience. Déjà, elle a été reproduite après, même par la télévision française, on en a encore parlé il y a quelques années, et elle continue à faire couler beaucoup d'encre, notamment les conditions de l'expérience. Elle avait été extrêmement critiquée, et ça lui avait valu, jeune psychologue à l'époque, beaucoup de déboires avec le milieu académique américain. Et il avait décidé d'un peu changer son fusil d'épaule et de s'attaquer à une autre question scientifique. Vous voyez qu'il n'avait pas mis sa création au vestiaire, il était extrêmement, extrêmement créatif, et il s'était posé une question tout à fait simple, qui était: quelle est la valeur du diamètre social du monde? Alors, on peut se demander ce que ça veut dire, quelle est la valeur du diamètre social du monde. Stanley Milgram disait: mais de combien sommes-nous distants? Qu'est-ce qui nous éloigne? Est-ce qu'on peut quantifier, si vous voulez, la mesure de l'éloignement des êtres humains sur cette terre? Par exemple, alors je la caricature un tout petit peu, cette expérience et cette formulation-là, qu'est-ce qui nous sépare d'un Nguyen habitant au Vietnam, d'un Nguru habitant au Mali ou d'un Stanley habitant en Australie? De combien d'intermédiaires humains aurions-nous besoin pour pouvoir nous connecter avec un habitant, quel que soit l'endroit où il vit sur la planète? De combien d'intermédiaires humains au plus court? C'est-à-dire combien de personnes devraient se rencontrer et se croiser entre elles pour pouvoir rencontrer n'importe quel, je le dis, n'importe quel Chao Nguyen sur cette planète. Donc quelle était la valeur du diamètre social?
Et Stanley Milgram se disait, il doit avoir une manière, c'est quelqu'un qui accorde énormément d'expérience, énormément d'importance à l'expérience, aux données numériques. On va voir d'ailleurs qu'une des raisons pour lesquelles la science des réseaux est redevenue si populaire depuis ces 10 ou 20 dernières années, c'est qu'on a réussi à obtenir des données numériques, des nouvelles données, et avec surtout des manières de les traiter, des manières informatiques de les traiter qui manquaient cruellement à l'époque. Mais déjà, Stanley Milgram était tout à fait conscient et tout à fait sensible au fait qu'il fallait recueillir des données. La science ne se nourrit que de données, donc il fallait avoir des données. Et alors il a conçu une expérience tout à fait originale. Il s'est dit, alors il l'a faite à l'échelle locale, il l'a faite à l'échelle des États-Unis, mais pour un tout petit peu vous la décrire, je vais vous l'imaginer à l'échelle mondiale. Il a dit, bon ben, imaginons que je veuille pouvoir contacter Nguyen au Vietnam. Et je ne connais pas du tout, en l'occurrence c'est un nom assez malheureux parce qu'il y en a quelques millions, mais prenons une certaine personne d'un certain nom dans un pays très très éloigné, comment le contacter? Évidemment je ne le connais pas, bien sûr. Alors comment je vais faire? Eh bien je vais lui écrire un courrier, avec une lettre que je vais adresser à Nguyen. Mais je ne connais pas Nguyen, donc je vais essayer de l'envoyer à quelqu'un qui serait le plus susceptible de me rapprocher d'Nguyen. Okay? Donc je vais mettre comme adresse une autre personne qui, je pense, a de fortes chances de connaître Nguyen. Et alors j'envoie ce courrier à cette personne. Cette personne, évidemment, ne connaît pas Nguyen, donc elle va recevoir ce courrier et elle va se poser la même question. Si je veux réussir à faire parvenir ce courrier à Nguyen, à qui moi-même, donc la deuxième personne, à qui je l'enverrai pour essayer de joindre au plus vite Nguyen. Donc la deuxième personne va l'envoyer à une troisième personne qui elle-même va recevoir le courrier, ça n'est pas évidemment Nguyen, etc. Donc vous avez compris la musique. Quand le courrier arrivera au destinataire évidemment désiré, qui est cet Nguyen-là, eh bien le destinataire final va ouvrir la lettre, ça lui sera adressé. Il l'aura ouvert évidemment parce que ça lui sera parvenu de quelqu'un qu'il connaît, cette fois-ci, donc il l'aura ouvert. Et on aura calculé le nombre d'intermédiaires nécessaires à ce que le courrier parvienne à Nguyen, et cette expérience est tout aussi possible avec Ngoro ou avec quelques habitants qui soient de la planète. Et en fait, il a fait cette expérience, il a envoyé des milliers de lettres, et il a calculé la moyenne du nombre d'intermédiaires qui étaient nécessaires pour se connecter, lui, à différents destinataires. Et il est arrivé à ce fameux nombre 6. Et donc, en fait, nous étions tous éloignés de tous par 6 intermédiaires. Alors, ça a donné, c'est une expérience qu'il a faite dans les années 60, hein, c'est exactement en 67 qu'il a fait cette expérience, et déjà à l'époque, l'expérience a été publiée dans Nature, c'est une expérience extrêmement créative qui avait beaucoup défrayé la chronique. D'ailleurs, ce nombre, les 6 degrés de séparation, reste un nombre extrêmement couru, puisqu'il y a même un film avec Will Smith qui s'appelait les 6 Degrees of Separation. Donc cette idée que nous sommes tous séparés de chacun par 6 intermédiaires avait beaucoup marqué les esprits. Et c'est l'histoire, c'est le début de l'histoire. C'est le début de l'histoire du petit monde, parce qu'en fait, pourquoi c'est un petit monde? Parce que déjà, à l'époque de Stanley Milgram, nous étions quelques milliards. Maintenant, vous savez que nous sommes presque 7 milliards d'habitants. Que 7 milliards d'habitants, si vous prenez 2 habitants quelconques, qu'ils soient séparés uniquement de 6 intermédiaires, alors que nous sommes 7 milliards sur cette terre, ça de quoi se prendre? Et voilà, illustré, si vous voulez, par ce transparent, les 6 degrés de séparation. Comprenez bien cette mesure, hein, donc ce sont les 6 intermédiaires qui sont nécessaires pour relier tout un chacun. Okay, vous avez compris l'idée des 6 degrés de séparation pour 7 milliards d'individus, ce qui est assez étonnant, ce qui est assez remarquable. On oublie cette histoire pendant une vingtaine d'années, et arrivent 2 physiciens. C'est là que la physique rentre en ligne de jeu. Alors d'abord, pourquoi on a oublié cette histoire? Parce qu'en fait, il n'était pas si étonnant que nous soyons chacun séparés de 6 êtres humains. Pourquoi ça n'est pas si étonnant? Parce qu'il suffit de faire un petit raisonnement, et même si vous n'êtes pas versé dans les choses du calcul, vous comprendrez que ce petit raisonnement est très très simple. Il suffit de faire un petit raisonnement, parce que finalement, ce n'est pas si surprenant. Supposez que vous connaissiez chacun, parmi vos fréquentations, vous avez 1000 amis. 1000, c'est déjà pas mal, mais vous comprendrez là. Supposez que vous avez 1000 amis. Que chacun de vos 1000 amis en ont 1000. Ça veut dire que vous êtes à ce moment-là à 1 million, 1000 fois 1000. Il vous suffit d'un intermédiaire, de 2 intermédiaires, si vous voulez 1, 2, il vous suffit de 2 intermédiaires pour connaître 1 million de personnes. Ok? Si vous prenez 3 intermédiaires, 1 million fois 1000, vous connaissez donc 1 milliard de personnes. Ok? Bon, vous imaginez que au-delà de 4 intermédiaires, vous connaissez 1000 milliards de personnes. Donc vous avez fait le tour de la Terre.
Donc c'est bien plus que les 7 milliards. Donc en fait, si on fait ce raisonnement, à coup d'exponentielle, 1000 fois 1000 fois 1000 fois 1000, on arrive très très vite à tous les habitants de la Terre. Et donc les physiciens s'étaient dit que finalement, est-ce que c'est si surprenant que nous soyons à 6 degrés de séparation de chacun sur cette Terre, puisqu'en fait ça s'explique très très bien par la loi des grands nombres, on ne multiplie pas. Sauf qu'il y a évidemment un twist dans mon raisonnement. Il y a quelque chose qui ne tient pas du tout la route, et j'espère que vous l'aurez anticipé. Qu'est-ce qui ne tient pas du tout la route dans mon raisonnement? C'est que, évidemment, moi je connais 1000 personnes, mais chacune de ces 1000 personnes qui en connaissent 1000 autres, il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup de recouvrement. Et que, sans doute, une des 1000 personnes, les 1000 personnes que celle-là va connaître, il y a de fortes chances qu'on en ait 900 en commun. Okay? Et donc on ne peut pas multiplier 1000 par 1000 par 1000 par 1000, ça ne tient pas la route. Arrivent à ce moment-là 2 physiciens, et qui disent le monde n'est pas distribué comme ça de manière totalement aléatoire. Le monde est extrêmement structuré, le monde social est très structuré. Ces 2 physiciens s'appellent Watts et Strogat. Vous voyez qu'il a fallu 30 ans pour remettre au goût du jour la petite expérience de Milgram. Et Watts et Strogat écrivent un article qui s'appelle The Small World, le petit monde, nous sommes 30 ans plus tard, un article publié dans Nature, que je vais essayer de vous expliquer, et qui relance, donc il a fallu 30 ans, mais qui relance une passion de toute la communauté scientifique pour ce problème du petit monde. Comment expliquer vraiment ces 6 intermédiaires qui sont nécessaires à connecter chaque être humain avec chaque autre? Et en fait, ils inventent cette petite expérience qui est finalement assez facile à relater quand vous voyez, si vous comprenez ces 3 cercles. Vous voyez, il y a 3 cercles. Et ce que Watts et Strogat, qui sont... D'ailleurs, Watts, c'est étonnant, c'est un sociologue, qui par ailleurs, ça doit vous intéresser, je vous conseille de lire, il a écrit énormément de livres, c'est aussi quelqu'un d'extrêmement créatif, notamment il a écrit un livre très récemment qui s'appelle Everything is obvious once you know the answer, et il montre par exemple, il essaie de démonter complètement, ça doit intéresser les artistes en devenir que vous êtes, il tente de montrer que les critères de succès d'une œuvre artistique sont impossibles à objectiver. Il a fait un tas d'expériences pour montrer que justement, et c'est vraiment des expériences publiées dans Nature, c'est des expériences de science dure, pour montrer que les œuvres musicales, quand on vote ces œuvres musicales via le web, et que les gens voient les votes de chacun d'autre, et qu'on fait l'expérience plusieurs fois, c'est jamais les mêmes œuvres musicales qui sortent comme étant les plus appréciées. Et donc en fait, on est très très largement influencé par les comportements d'autrui, et donc il est très très difficile d'objectiver la qualité d'une œuvre, etc. Enfin, c'est des expériences, je suis sûr que ça vous intéresserait. Lisez ces bouquins, Duncan Watts, qui travaille à l'Université de New York. Alors là, ici, je vous parle d'une autre expérience qu'il fait avec Strogat. Il a envie d'expliquer ces 6 degrés de séparation. Et il dit le monde, comment est le monde? Le monde est structuré comme le cercle que vous voyez à gauche. Dans le cercle que vous voyez à gauche, vous voyez des petits points rouges. Les petits points rouges, ce sont les habitants de la planète. Et chaque petit point rouge, vous voyez, chaque petit point rouge ici, je vais essayer de retrouver avec ma souris, chaque petit point rouge est connecté avec son voisin. Vous voyez, celui-là est connecté avec celui-là par ce petit lien-là, et est connecté aussi avec son deuxième voisin. Vous voyez, lui est connecté à lui et est connecté à lui. Pareil pour lui, qui est connecté à lui et qui est connecté à lui. En fait, chaque petit point rouge est connecté à 4 voisins. Ok? Donc chaque petit point rouge est connecté à 4 voisins. Et ça, enfin, comme ça, on fait tout le tour de la planète comme ça. Et lui dit, en fait, le monde, les relations sociales sont comme ça. Nous sommes connectés beaucoup plus avec nos proches voisins. Vous pourriez imaginer, par exemple, que les 1000 personnes que vous connaissez, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, les 1000 personnes que vous connaissez, il y a de fortes chances qu'elles habitent dans un rayon de 100 km. Bon, pas trop en disant ça. Bien sûr, vous avez quelques connaissances plus éloignées, mais la plupart habitent dans un rayon de 100 km. En fait, c'est ce que ces 2 physiciens essayent d'illustrer par ce petit cercle. Vous êtes tous connectés avec des proches. Mais du coup, si on admet cela, si on est tous connectés avec des proches, la distance qui doit nous séparer, si vous voulez, pour connecter l'habitant ici avec l'habitant ici, vous voyez qu'il en a besoin de beaucoup d'intermédiaires, puisqu'il a besoin de celui-là, puis 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 de celui-là. Donc en moyenne, nous avons besoin d'énormément d'intermédiaires pour pouvoir nous connecter à chacun. Donc si en fait, faites ce raisonnement, si vous n'êtes connecté qu'avec des gens qui sont à 100 km de chez vous, pour aller chez Nguyen, qui habite à quelques milliers de kilomètres, vous allez devoir rencontrer une centaine de personnes. Okay? Donc ce raisonnement, les 2 physiciens disent que ça ne tient pas la route parce que nous devrions être séparés de 100 intermédiaires si on voulait connaître en moyenne n'importe quelle personne de la planète. Et donc ils se disent comment on arrive à ce 6 degrés de séparation alors que la plupart de nos connaissances sont dans un rayon si proche
de notre lieu d'habitation. Et voilà, c'est la question qui se pose. Question originale, évidemment. Et en fait, il faut une petite expérience. Alors, je vais vous l'illustrer par un petit logiciel que j'ai construit, là. C'est le même petit cercle que tout à l'heure, là, vous voyez. C'est exactement le même petit cercle que tout à l'heure, mais je vais rajouter petit à petit des connexions aléatoires. Okay, je rajoute, vous les voyez se rajouter les connexions aléatoires, et là vous voyez la distance, le diamètre social du monde, vous voyez comme il s'effondre, vous voyez comme le diamètre social du monde s'effondre, en rajoutant petit à petit quelques connexions aléatoires. Et ça, c'est la grosse nouvelle de leurs travaux. Ils disent, mais finalement, pour que le diamètre social du monde s'effondre, il faut que nous ayons la majorité, évidemment, de nos relations sociales très proches de nous, et quelques-unes, mais très très peu, quelques-unes très éloignées, tirées au hasard, n'importe où dans le monde. Il suffit que nous connaissions tous quelques, mais très très peu, quelques connaissances dispersées dans le monde pour que le diamètre social du monde s'écroule. Et en fait, vous voyez que cette courbe s'écroule ici très très vite. Et puis, en fait, à un certain moment, elle va se stabiliser. Et elle va se stabiliser parce que alors là, ils font de la physique, etc., mais leur idée est très simple, on n'a pas besoin de faire des gros calculs pour faire ça. Ils montrent que si nous connections complètement aléatoirement notre réseau social, dans un monde connecté complètement aléatoirement, c'est-à-dire vous tiriez de manière totalement aléatoire vos connaissances, eh bien, le diamètre serait de 6. Le diamètre serait de 6, dans un monde tiré aléatoire. Donc, imaginons que vous dispersez les 7 milliards d'individus par Terre et vous jetez des fils au hasard. Hein? Il suffirait de très très peu de fils pour que tout le monde soit connecté à tout le monde avec cet intermédiaire. Et en fait, ce que Watts et Strogatz montrent, c'est que dans un monde très structuré comme le nôtre, où nous sommes proches de nos plus proches voisins, eh bien, il suffit de connaître une personne un tout petit peu éloignée, ce qu'il appelle les weak ties, les faibles connexions, pour que le monde s'effondre et pour que le diamètre social du monde se racrape et on arrive à ces 6 degrés de séparation. Vous voyez qu'en fait, ça c'est le diamètre 6,63, c'est le diamètre social de ce réseau-là. Quand le réseau est totalement aléatoire, c'est 2,87, et avec quelques connexions ici tirées de manière aléatoire, on arrive presque à cette valeur-ci. Vous avez compris l'expérience ? Vous avez compris le raisonnement? Physicien explique les 6 degrés de séparation qui séparent les êtres humains sur cette terre, en disant que finalement c'est vrai que nous sommes proches, nos connaissances sont très très proches de nous, mais nous connaissons tous quelques personnes, et c'est la fameuse théorie dite du petit monde qui relance l'intérêt des physiciens et des sciences dures pour, parce qu'on se dit, est-ce que les réseaux sont tous comme ça? Est-ce que les réseaux sont tous très structurés avec les nœuds connectés à leurs plus proches voisins et de temps en temps quelques connexions dispersées à l'autre bout de la planète? Ce que Watts et Strogatz ont montré, c'est que, en fait, ils ne se sont pas départis d'une idée qui était très très prégnante dans la théorie des réseaux, qui était que les réseaux en général sont homogènes. C'est-à-dire, par exemple, ce réseau-là, vous voyez, le réseau social qui est ici est extrêmement homogène, puisque tous les nœuds, tous les petits points ici ont le même nombre de connexions. Ici, 4. Tout le monde est connecté à 4 personnes. Okay? Un réseau aléatoire, aussi, ça c'est un réseau aléatoire aussi est extrêmement homogène. Qu'est-ce que ça veut dire un réseau homogène? Les physiciens, ils adorent les réseaux homogènes parce que, du coup, ils peuvent les étudier très facilement parce que l'idée d'un réseau homogène, c'est que tous les nœuds, tous les éléments du réseau sont pratiquement équivalents. Ils se comportent tous de la même manière. En fait, dans un réseau homogène, prenons un réseau social, si le réseau social était homogène, qu'il soit aléatoire ou structuré, on pourrait dire que chaque individu sur cette Terre a le même nombre de connexions, a le même nombre d'amis. Okay? Par exemple, dans un réseau aléatoire, vous voyez que chaque individu ici a le même degré. Alors les physiciens appellent ça un degré, mais ça veut simplement dire qu'on a le même nombre de connexions, le même nombre de nœuds auxquels on est attaché. Et en fait, les physiciens, pour représenter ça, ils utilisent une courbe mathématique qu'on appelle une gaussienne, comme ça, et simplement, ça veut dire que la grosse majorité des nœuds ici présentent le même nombre de connexions. Imaginons dans un réseau social, on pourrait dire que tous les individus ont en moyenne une centaine d'amis. Je
fait moins que les 1000 de tout à l'heure, hein, mais dans un réseau aléatoire, même si vos amis sont tirés de manière aléatoire, vous auriez le même nombre d'amis, tous les nœuds se comportent de la même manière. Et donc, en fait, Watts et Strogatz, même avec ces réseaux-là, ils n'avaient pas changé la donne. Aussi, parce qu'ils étaient physiciens, ils travaillaient avec des réseaux homogènes. Tous les nœuds se comportaient de la même manière, et voilà, ils étaient très contents parce qu'ils avaient pu expliquer pourquoi nous étions malgré tout très proches les uns des autres, alors que notre réseau était homogène. Voilà, ça, on attend 1 ou 2 ans en plus, mais les physiciens sont relancés, les physiciens sont tout à fait titillés par cette idée des réseaux et de leur connexion, et arrive un autre physicien, un Hongrois, qui, 2 ans plus tard, se dit, mais est-ce que c'est vrai? Il se pose une autre question, qui va elle aussi défrayer la chronique. Est-ce que c'est vrai que tous les réseaux sont homogènes? Est-ce que c'est vrai que tous les réseaux ont, par exemple, tous les nœuds se comportent de la même manière? C'est-à-dire que tous les nœuds, par exemple, ont le même degré de connexion, ont le même nombre de connexions avec tous les autres. Et Barabasi se dit, ben, je vais un peu étudier, je vais un peu recueillir, parce qu'en fait, Watts et Strogatz, ces 2 physiciens, ils avaient fait une expérience de pensée. L'expérience, c'est Milgram qui l'avait faite, puisqu'il avait obtenu ces 6 degrés de séparation. Ça ne collait pas avec ce que l'on savait du monde, puisqu'on était tous connectés avec nos proches voisins, mais eux, ils n'ont pas calculé cette topologie. Ils se sont dit, tiens, essayons d'expliquer ces 6 degrés de séparation. Ils y sont arrivés avec un raisonnement qui tenait la route, mais ils n'avaient pas recueilli de nouvelles données. Barabasi est un tout petit peu plus subtil. C'est un Hongrois. Il faut savoir que la Hongrie est un pays qui a donné lieu à donné naissance à énormément de mathématiciens de la théorie des réseaux, dont un des plus célèbres qui s'appelle Erdős, qui est un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, qui est hongrois d'origine. Donc il y a beaucoup de grands mathématiciens hongrois. Il est hongrois d'origine lui aussi, et il vit aux États-Unis. Et il se dit, mais ça m'étonne quand même, cette histoire des connexions aléatoires et des réseaux homogènes. Ça n'a pas l'air de tenir. Et il se dit, bon, je vais quand même explorer certains réseaux. Et je vais essayer d'obtenir des données numériques sur ces réseaux. Et il se met comme un fou à étudier tous les réseaux qui sont à sa portée. Le premier auquel il pense, c'est le web. C'est un réseau auquel vous êtes tous familiers, c'est le web. Vous savez que 2 pages web sont connectées dès lors que l'une réfère une autre, par ce qu'on appelle, ce que les informaticiens appellent un hyperlien. Quand vous cliquez sur une page web et que vous allez sur une autre, vous cliquez sur un hyperlien et donc ces 2 pages sont connectées par ce qu'on appelle un hyperlien. En fait, il est très facile de reconstituer ce réseau parce que vous créez un petit espion informatique qui se balade sur le web et qui peut relever comme ça, qui peut mesurer, qui peut relever la topologie du web. Et c'est ce qu'il fait. Et ça, c'est sa topologie du web. Et puis après, il se dit, mais je vais étudier un autre réseau qui doit être assez facile à étudier, c'est le réseau du transport aérien aux États-Unis. En fait, il connecte 2 aéroports, il prend tous les aéroports sont les nœuds du réseau, et il connecte 2 aéroports dès lors qu'il y a un vol direct qui joint les 2 aéroports. Vous voyez, vous pouvez calculer donc le graphe ou le réseau de transport aux États-Unis. Mais il va plus loin, il se dit, je vais même travailler sur des réseaux un peu étranges, mais pourquoi pas, amusons-nous. Et il travaille sur le réseau des acteurs de cinéma hollywoodiens. Il recueille toute une base de données de tous les acteurs de cinéma hollywoodiens, et il se dit, mais je vais connecter 2 acteurs si ils ont joué dans un même film. Et il crée un réseau avec des amis universitaires qui s'appelle le réseau de Kevin Bacon. Alors je ne sais pas pourquoi Kevin Bacon. Kevin Bacon est devenu célèbre aux États-Unis, il est plus célèbre grâce à ce réseau que sa prestation dans certains films. Ça s'appelle le réseau de Kevin Bacon. Et en fait, on connecte, vous voyez l'illustration là, on connecte 2 acteurs si ils ont joué dans un même film. Vous voyez, c'est très simple. Comme ça, il se met à construire un tas de réseaux. Il y a des données épidémiologiques aussi qui commencent à circuler sur le réseau de propagation du sida en Californie, notamment les connexions, les fréquentations des homosexuels californiens. Et il y a des milliers comme ça d'homosexuels qui se sont prêtés au jeu pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé dans la propagation de l'épidémie du sida en Californie. Et il reçoit comme ça beaucoup de réseaux. Et il étudie ces réseaux à la loupe, il les scrute de manière extrêmement attentive. Et il découvre quelque chose qui est tout à fait surprenant. Et ça a eu un impact considérable. Et son papier, d'ailleurs, quand je vous disais que parmi les 10 papiers les plus référencés de la physique depuis ces 20 dernières années, c'est ces deux papiers à lui. Il découvre quelque chose qui surprend tout le monde. Il découvre que la topologie des réseaux n'est pas comme ça. Ouais, c'est pas ça. C'est pas cette courbe-là, c'est cette courbe-là. On doit changer cette courbe-là par cette courbe-là. Alors, je vais vous expliquer ça. Alors, celle-là, vous avez compris, c'est une gaussienne. Cette courbe-là, elle dit que tous les nœuds, la grosse majorité des nœuds qui sont ici, la grosse majorité des nœuds ont en moyenne le même nombre de connexions. C'est comme ça qu'on imaginait les réseaux jusqu'à
jusqu'aux travaux de Barabasi. Barabasi, il commence à s'intéresser au web, à Internet, aux acteurs, aux réseaux sexuels des homosexuels californiens, à des réseaux de téléphone, à des réseaux linguistes. Enfin, il étudie des vingtaines de réseaux et il tombe toujours sur la même courbe, qui est cette courbe-là. Et en fait, cette courbe-là, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que la grosse majorité des nœuds ici ont très peu de connexions, mais une petite quantité de nœuds, beaucoup plus importante néanmoins qu'ici, beaucoup plus importante qu'ici. Vous voyez ici que la courbe s'effondre, donc il n'y a pas du tout de nœuds qui a beaucoup de connexions. Il y a très peu de nœuds très fortement connectés. Tandis que Barabasi, lui, constate qu'il y a une quantité non négligeable de nœuds ici, qu'il va appeler en américain ou en anglais les hubs, que je traduirai par le terme de connecteur, qui a une quantité vraiment non négligeable de nœuds, beaucoup plus importante que dans le cas de la gaussienne. Pour ceux qui savent, la gaussienne s'écrase ici de manière exponentielle. Ici, en fait, c'est une loi de puissance. En fait, c'est une hyperbole, une forme d'hyperbole. Vous voyez que c'est une loi de puissance, ce qu'on appelle une loi de puissance, que les mathématiciens appellent une loi de puissance. Il y a énormément de nœuds ici. Je dis énormément par rapport à la gaussienne, évidemment, parce qu'il y en a beaucoup plus ici, qui sont fortement connectés. Et en fait, tous les réseaux auxquels il s'intéresse se caractérisent par une présence non négligeable de nœuds très stratégiques, on pourrait les appeler les carrefours ou les pivots du réseau, qu'il appelle les connecteurs ou les hubs. Et il crée toute une théorie autour des hubs. Et en fait, les hubs sont en fait ces nœuds. Alors, imaginez votre réseau social. Eh bien, je suis persuadé que parmi vos amis, vous avez des hubs, des connecteurs, c'est-à-dire des amis qui sortent vraiment du lot dans la quantité, si vous voulez, de personnes qui, eux, connaissent. Et en fait, ils se rendent compte que dans le web, il y a des hubs. Ben, ça, c'est pas étonnant. Vous pouvez imaginer que le site Google ou que le site Yahoo sont des hubs, parce qu'il y a énormément de sites qui les réfèrent, qui se connectent à eux. Dans le réseau de propagation épidémiologique, le réseau homosexuel de Californie, il y a un hub qui est très connu, que les épidémiologistes connaissaient d'ailleurs très bien, qu'on a appelé le Stewart 0 de l'épidémie. On considère qu'il est à l'origine, si vous voulez, de cette propagation. C'est un hub extraordinaire parce qu'on lui connaît, quand on a reconstitué le réseau de relations sexuelles, on lui connaît 3000 partenaires. Donc c'est quand même pas négligeable. Et on peut tout à fait d'ailleurs imaginer que pensez vous-même à vos relations sexuelles. Il y a peut-être quelques hubs parmi vous, je le leur souhaite, mais la grosse majorité sont des petits et quelques hubs parmi eux. Mais ces hubs sont très importants parce que c'est eux qui permettent d'expliquer le fonctionnement de ces réseaux. Et le réseau d'acteurs aussi, il va détecter certains hubs. Et par exemple, dans le réseau des acteurs, il y a 3 hubs que lui détecte. Ce sont les acteurs qui ont joué avec le plus d'autres acteurs aux États-Unis. C'est ceux qui ont participé au plus de films avec d'autres acteurs. Les 3 hubs qu'il détecte, c'est Rod Steiger, Donald Pleasence et Martin Sheen. Alors peut-être vous les connaissez, peut-être vous les connaissez pas. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que c'est pas les stars du cinéma hollywoodien. On voit pas les Brad Pitt ou les Tom Cruise sortir. Non, voilà, c'est des autres formes de stars. C'est les stars du réseau, puisque ce sont les connecteurs. Et par exemple, ce sont de parfaits second rôles, puisque c'est des acteurs qu'on mêle un peu à toutes les sauces, qui peuvent jouer avec tous les autres, qui peuvent adopter tous les autres. Bon. Alors vous pouvez vous prêter à ce genre d'exercice. Il suffit d'avoir un réseau. Donc aux États-Unis, c'est très courant maintenant. Beaucoup d'étudiants font ça, essaient de reconstituer les réseaux et pour, par exemple, en découvrir les hubs. Moi, je l'ai fait. Je suis un fanat de jazz et j'ai été constituer mon propre réseau, mon réseau privé. Ça n'avait jamais été fait. Je l'ai fait avec le réseau des musiciens de jazz. Et j'ai reconstitué ce réseau. En fait, j'ai connecté 2 musiciens de jazz. Bon, c'est pas tout à fait la chose la plus utile qu'on pouvait faire, mais c'est la seule chose auquel je suis parvenu, vu le web. J'ai connecté 2 musiciens de jazz quand ils avaient joué sur un même disque. Et j'ai constitué mon réseau ici, et en fait mes 3 hubs, et c'est un réseau scale-free aussi. Alors je vais vous expliquer pourquoi ça s'appelle scale-free, mais c'est un réseau exactement comme ceux de Barabasi. Et mes 3 hubs, c'est Ron Carter, Terry Clark et Connie Burrell. C'est pas tout à fait étonnant parce qu'ils ont plus de 80 ans d'âge moyen. Évidemment, quand vous êtes vieux, il y a plus de chances que vous soyez connecté parce que vous avez une plus grande longévité et donc vous restez plus longtemps dans le réseau, évidemment. Donc c'est une des raisons pour lesquelles un nœud peut devenir un connecteur, c'est parce qu'il reste depuis tellement longtemps dans le réseau que automatiquement il recueille plus de connexions que d'autres. Alors Barabasi ici, évidemment c'est un coup extraordinaire parce que non seulement il découvre que les réseaux ne sont pas tels que les autres physiciens l'avaient prédit, c'est déjà extraordinaire,
Mais en plus, et ça vous devez imaginer que dans le monde de la physique, je sais que ici ces 3 journées sont des journées un peu dédiées à la connexion entre les arts et les sciences, il y a une chose que les sciences, et surtout la physique, essaient toujours de rechercher, quelle que soit la démarche qu'elle entreprend, c'est ce qu'on appelle des lois universelles. En physique, on cherche des universaux, c'est-à-dire des choses qui marchent, quelles que soient les réalités expérimentales auxquelles on s'attache. On essaie de trouver des principes mathématiques universaux. Et ce que ce Barabasi réussit à mettre en évidence, c'est quels que soient les réseaux qu'on s'intéresse, des réseaux aussi disparates que les acteurs hollywoodiens, que les homosexuels californiens, que les mots dans un texte, parce il prend un texte et il connecte 2 mots s'ils se suivent dans une phrase. Et il découvre que les connecteurs, ce n'est pas si étonnant, ce sont les articles, les conjonctions, etc. Mais bien sûr, dans la langue, il y a plein de connecteurs qui servent d'ailleurs à ça dans la langue française, c'est qu'ils connectent. Ils vérifient que les mots de la langue française, il prend des textes américains en l'occurrence, mais ça marchera aussi, sont des connecteurs. Donc il prend de la linguistique, il prend le web, il prend Internet, il prend tous les réseaux auxquels il peut penser et il retrouve la même loi. Cette loi-là, cette petite formule mathématique ici, tout à fait anodine, avec un gamma qui change. Vous voyez que la valeur du gamma change. Alors ça, évidemment, ça ne peut que marcher en physique, et il ne faut pas s'étonner qu'il devienne un des physiciens les plus cotés, parce qu'il a trouvé une loi universelle de la physique. Tous les réseaux se comportent de la même manière. Et en fait, il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là, pour montrer aussi la créativité du personnage, il ne s'arrête pas là. Par ailleurs, avec d'autres étudiants, on travaille, avec des étudiants chez moi, on travaille sur les réseaux financiers. Et dans les réseaux financiers, vous savez que les réseaux financiers, pour l'instant, sont extrêmement étudiés parce que ils sont responsables de grandes épidémies, mais des épidémies, pas les épidémies virales, etc. Mais de plus en plus, les banquiers et le monde de la finance s'intéressent à un autre type d'épidémie qu'on appelle les risques. Par exemple, quand une banque fait défaut, il y a un effet, évidemment, sur toutes les banques qui avaient investi dans celle-là, qui avaient prêté de l'argent à celle-là. Comme les banques se tiennent, puisque les banques se prêtent mutuellement de la monnaie, on essaie nous de reconstituer les réseaux de crédit interbancaire, et il y a en effet, c'est des réseaux aussi à loi de puissance, des réseaux comme ceux de Barabasi. Il y a des banques qui sont beaucoup plus connectées que d'autres, et du coup, il y a des banques connectrices qui deviennent des banques extrêmement importantes, puisque la vulnérabilité du réseau dépend un peu des connecteurs. Et en fait, et vous retrouvez ça aussi à d'autres réseaux qui sont très importants aujourd'hui, qui sont les réseaux de connexion animale, ce qu'on appelle les réseaux trophiques. En fait, ce sont des réseaux proies-prédateurs, les animaux se mangent entre eux, beaucoup de biologistes qui étudient les écosystèmes étudient ce type de réseau parce qu'en fait, vous savez qu'on vit une 6e extinction des espèces animales pour l'instant, la 5e c'est la disparition des dinosaures il y a 60 millions d'années. Aujourd'hui, il y a une 6e extinction animale qui va beaucoup plus vite que toutes les précédentes, et une des raisons aussi de cette extinction, c'est l'effet réseau, c'est-à-dire que quand on élimine une espèce pour des réseaux qui peuvent être exogènes, eh bien, l'effet réseau fait que d'autres espèces risquent de disparaître simplement parce qu'elles sont connectées à des espèces qui étaient très importantes pour elles. Donc en fait, cette topologie des réseaux avec peu de connecteurs mais essentiels et cette distribution de loi de puissance explique tout. Elle explique le petit monde. On a la même explication. Pourquoi est-ce que les réseaux sont des petits mondes? Parce qu'en fait, c'est les connecteurs cette fois-ci. C'est une autre hypothèse et c'est une autre explication. C'est les connecteurs qui font s'écraser le monde. En fait, si vous voulez envoyer un courrier à Nguyen, en fait, il suffit de l'envoyer à un connecteur. Et rappelez-vous aussi, c'est un peu comme ça que l'on fonctionne quand on essaie de se connecter, quand on essaie de rentrer dans un réseau social. Généralement, on rentre dans un nouveau réseau social par le biais des connecteurs. C'est les connecteurs qui sont la porte d'entrée de cette caverne Alibaba sociale. C'est eux qui sont le sésame, si vous voulez, des réseaux sociaux, c'est les connecteurs. Donc les connecteurs jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement des réseaux. Les connecteurs expliquent également des phénomènes comme les propagations d'épidémies. On a tout à fait revu les explications des propagations d'épidémies depuis les travaux de Barabasi, parce que l'on sait maintenant que ce qui fait qu'une épidémie se propage, notamment l'épidémie du sida, si l'épidémie du sida s'est propagée tout aussi vite, c'est parce que le réseau de partenaires sexuels, si vous voulez, en Californie, n'était pas un réseau homogène, mais était un réseau hétérogène, avec quelques connecteurs essentiels qui sont la clé, si vous voulez, de l'explication de cette propagation d'épidémies. Donc on a revu complètement le fonctionnement des épidémies, et du côté marketing, de plus en plus d'acteurs, si vous voulez, du monde marketing, déploient des stratégies de marketing qu'on appelle le marketing viral, où ils savent que, quitte à viser quelqu'un d'une certaine publicité ou d'une annonce publicitaire, bien évidemment, c'est le même raisonnement, il vaut mieux viser les connecteurs. Les connecteurs aussi ont permis de repenser la robustesse d'un réseau. Si vous voulez un réseau
type petit monde, c'est-à-dire un réseau avec quelques connecteurs, est robuste lorsque les attaques sont portées de façon aléatoire, c'est-à-dire si vous envoyez des bombes sur un réseau et que vous ne visez pas des nœuds particuliers, eh bien c'est un réseau très robuste. En revanche, évidemment, si vous avez envie de démolir le réseau, il y a une chose qui est, vous aurez compris, vous l'aurez anticipé, il y a une chose qui est très indispensable à faire, c'est de viser les connecteurs. Si vous regardez les réseaux peer-to-peer de ceux qui vous permettent de télécharger de la musique, bien, si vous regardez le premier réseau, moi je me rappelle dans les années, il y a une vingtaine d'années, quand les premiers réseaux d'échange musical sont apparus, c'était Napster qui était à la mode à l'époque. Napster, c'était un réseau extrêmement vulnérable parce qu'il y avait un connecteur, qui était le serveur central. Le jour où on a voulu éliminer Napster, ça a été très simple, on s'est débarrassé du serveur, il n'y a plus moyen de s'échanger de la musique. Donc c'est un réseau extrêmement vulnérable. Et bien depuis, les réseaux d'échange musical, les réseaux d'échange fichiers, les réseaux peer-to-peer se sont débrouillés pour qu'il n'y ait plus de connecteur. Parce que c'est des réseaux qui sont évidemment beaucoup moins vulnérables, puisqu'on ne sait pas comment les attaquer, on ne sait pas comment les démolir. Le dernier rapport de Barabasi, et je m'arrêterai là-dessus, c'est qu'un physicien n'est satisfait que quand il a une règle universelle, il l'a trouvé, il y a une règle universelle, si vous voulez, qui semble caractériser tous les réseaux, mais qu'en plus de ça, il a une explication pour dire si la topologie des réseaux est comme celle-là, c'est-à-dire s'il y a peu de connecteurs, mais il y en a quand même à suffisance, et si vous avez cette espèce de toboggan avec énormément de réseaux là-haut, avec énormément de nœuds là-haut qui sont faiblement connectés, et quelques nœuds essentiels des connecteurs qui le sont fortement, il doit y avoir une explication. Et il l'a trouvé. Et l'explication qu'il a trouvée, c'est l'attachement préférentiel. C'est une règle qu'on découvre beaucoup maintenant en physique, sur lequel on travaille beaucoup, qui est la règle d'attachement préférentiel, qui dit, vous savez pourquoi les réseaux sont comme ça? Parce que les réseaux croissent dans le temps. Aucun réseau que j'ai étudié, les réseaux d'acteurs, le web, imaginez le web, il y a quelques années, il y avait, je sais pas, il y avait quelques millions de pages, maintenant on parle de quelques milliards de pages. Donc le web est un réseau en croissance exponentielle. Il y a tout le temps des nouvelles pages qui viennent se rajouter, ok? Tous les réseaux dont on a vu, les réseaux sexuels, il y a de nouveaux partenaires sexuels, les réseaux sociaux, Facebook, vous imaginez, tout ça croît à une allure exponentielle. Donc ce sont des réseaux constamment en croissance. Il y a de plus en plus de nœuds qui viennent se rajouter tout le temps et tout le temps et tout le temps. Et c'est dans cette règle-là, dans cette manière de croître, que Barabasi a trouvé le pourquoi de la topologie des réseaux. Et le pourquoi de cette topologie particulière, c'est sa règle à lui, c'est lui qui l'a imaginée, c'est lui qui l'a trouvée, et elle colle. C'est la règle de l'attachement préférentiel, et c'est une règle toute simple. Alors en plus, quand c'est simple, le physicien a d'autant plus, d'autant mieux, puisque les choses doivent s'expliquer de manière simple. Et sa règle est vraiment triviale. Chaque fois qu'un nouveau nœud se met dans un réseau, chaque fois qu'on rajoute un nouveau nœud dans un réseau, préférentiellement, il s'attachera aux nœuds qui sont déjà fortement connectés. Préférentiellement, ça ne veut pas dire que c'est une règle absolue, préférentiellement. Donc en fait, il y a une distribution de probabilité, je suis un nouveau nœud, je vais regarder un peu ce qui se passe dans le réseau actuel, je vais calculer le nombre de connexions que chacun des nœuds a, et je vais choisir celui qui est le plus connecté. Mais pas que celui-là, puisque c'est un choix probabiliste, donc c'est celui-là préférentiellement, mais c'est pas que celui-là, ok? C'est ce qu'il a appelé la règle de l'attachement préférentiel, que les Américains parfois s'amusent à traduire par « the rich get richer ». Plus vous en avez, plus vous en aurez. Et vous remarquez que c'est une règle qui colle plutôt bien. On voit bien que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est via le connecteur que vous avez le plus de chances de rentrer dans un nouveau réseau social. Si vous êtes un nouvel acteur et vous rentrez dans le réseau hollywoodien des acteurs de cinéma, il y a de fortes chances que vous vous mettiez à tourner un film avec un hub. Okay. Quand vous êtes un nouveau musicien de jazz aussi, il suffit de le voir, on a envie de jouer avec Terry Carter, etc. Il y a de fortes chances de faire. Donc ça marche tout le temps. Et c'est pas étonnant que cela explique la topologie des réseaux. Et si vous voulez, voilà comment ça marche, je vais vous le montrer. Vous allez le voir, vous allez voir exactement cette règle se mettre... Alors vous voyez qu'au début, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a deux petits points rouges avec une ligne verte, parce que c'est deux petits points rouges qui sont connectés, c'est les deux premiers nœuds du réseau. Et maintenant, chaque fois qu'il y a un nouveau nœud qui va arriver, il va se connecter préférentiellement, avec cette règle-là, aux nœuds qui sont déjà fortement connectés. Donc je vais le lancer, vous allez voir le réseau se déployer devant vos yeux ébahis, et
Vous voyez le réseau se construit, et voyez les hubs, en fait en plus le réseau est dessiné de manière à ce que les connecteurs soient centralisés. Et vous voyez que ça c'est la règle que Barabasi avait découvert dans les réseaux. C'est cette règle en loi de puissance, c'est-à-dire qu'il y a énormément de nœuds qui sont très peu connectés. Ici vous voyez 253, 256 qui ont une connexion. Vous voyez, ça c'est beaucoup de nœuds avec une seule connexion. Et vous commencez à voir apparaître des nœuds ici avec beaucoup de connexions ici. En l'occurrence, c'est ceux-là ici. Vous voyez les connecteurs se déployer apparemment. Ça, c'est nos réseaux aujourd'hui. C'est comme ça qu'ils sont constitués. Voilà. Alors, je vais conclure maintenant sur cette petite histoire du petit monde. Donc, on a trouvé pourquoi le monde est petit. Il a fallu Milgram, il a fallu Woutz-Estrogat, il a fallu Barabasi. Mais là, on est plus ou moins d'accord que si le monde est petit, c'est notamment en présence de ces connecteurs. Alors, je vais juste conclure en vous disant qu'aujourd'hui, les réseaux sont partout. Alors, non seulement ils sont partout scientifiquement, il n'y a pas un jour où une revue de grande lecture avec un gros audimat ne fasse allusion à l'un ou l'autre réseau. J'ai pris cet article, je ne sais plus de quel journal que j'étais cherché sur le web hier pour vous en convaincre. C'était des travaux qui ont été faits pour Facebook. Je sais que Facebook est un site auquel vous êtes très attaché. Et Facebook a fait un tout petit peu diminuer le diamètre social du monde, parce que ce que ces Italiens ont montré, c'était ici à l'université de Milan, c'est qu'aujourd'hui le monde, la distance, le diamètre du monde n'est plus 6, quelque chose comme Milgram l'avait montré, mais 4, quelque chose. Donc grâce à Facebook et à vos milliers d'amis, enfin de faux amis, j'en sais rien, enfin, vous avez maintenant, vous êtes proche à 4 de chacun. Alors ça c'est une chose. Alors il faut aussi comprendre que Google fait beaucoup de choses avec les réseaux. Tout le fonctionnement de Google part de la théorie des réseaux. Ainsi, aujourd'hui, une page sort sur Google, c'est parce qu'elle est fortement connectée. Alors bien sûr, il y a des connecteurs sur Google, il y a des hubs sur Google. Les réseaux d'épidémiologie, les réseaux, on voit les réseaux partout, les réseaux de crédit interbancaire, j'en ai parlé, j'essaie de couvrir un maximum d'exemples. Et sans doute le dernier point auquel je voudrais faire allusion, c'est une expérience tout à fait personnelle. Vous pouvez maintenant aller sur le web, c'est une expérience que j'ai faite justement à l'occasion de cet exposé. J'ai été sur le web hier et si vous tapez votre nom, ce que j'ai fait, c'est un exercice assez classique, vous tapez dans Google et vous voyez ce qui se passe. Il y a des sites maintenant qui vous connectent. Et moi, on m'a connecté, voilà, ça c'est un réseau, j'ai envie à voir, je suis là, évidemment, je suis la personne centrale parce que c'est moi qui ai mis mon nom dans ce site-là, c'est Microsoft qui fait ça. Et en fait, il y a un réseau autour de vous, et c'est le réseau de mes co-auteurs scientifiques. Alors c'est très intéressant que ce réseau existe, parce que, bon, vous voyez les gens qui sont les plus importants pour moi, parce que le réseau est mis de manière géométrique, de telle manière à ce que vous voyez les gens qui comptent le plus. Mais ce qui est un tout petit peu plus préoccupant, c'est que maintenant, tout votre succès, en matière scientifique, vous savez, c'est très important, pour les promotions, pour l'évaluation de carrière, votre succès dépend uniquement et de plus en plus de votre position référentielle dans les multiples réseaux qui vous positionnent. C'est-à-dire que c'est évident dans Google, vous êtes un site important dans Google si vous êtes fortement connecté, ça devient de plus en plus important dans votre carrière scientifique. C'est si vous êtes fortement référé que vous devenez quelqu'un d'important. Donc ces réseaux, ça devient non seulement scientifiquement évidemment très très important, mais en plus, aujourd'hui, notre progression sociale, notre importance, notre valorisation sociale dépend fortement de plus en plus de multiples réseaux dans lesquels vous vous trouvez connecté. Voilà, je vous remercie de votre attention.